Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Kini, enseignante à la Forêt des Lucioles, une école associative située en Haute-Savoie, dans laquelle les enfants passent la moitié de leur temps en nature. Des écoles comme celle-ci, il y en a encore peu en France, et pourtant, elles offrent un cadre propice à l'épanouissement des enfants et à leurs apprentissages. Mais alors, quelle est l'identité de cette école ? Comment s'organise-t-elle ? Quel est le quotidien des enfants et des pédagogues ? Kini répond à ces questions et partage avec tout son cœur les valeurs pédagogiques et humaines qui font l'identité de la Forêt des Lucioles et qui la touchent tant. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Kini, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir ici aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu vis et ce que tu fais dans la vie ? Moi, du coup, je vis actuellement sur Annecy, plus précisément, sur Mété. C'est un petit village pas loin du lac. C'est juste un cadre de vie, du coup, énorme parce qu'il faut savoir qu'avant d'être sur Annecy, moi, j'étais, sur Chartres, donc c'était pas, le même, cadre de vie et de plus, j'ai enseigné sur Paris. Donc du coup, ce n'était pas du tout la même chose. Je suis, professeure des écoles de formation, mais je suis actuellement enseignante dans une forest school depuis 1 an et quelques mois maintenant. Donc nous allons 2 jours par semaine, à la forêt et 2 jours à l'école. Bon, tu vas nous raconter ça plus en détail juste après. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant ? C'est quoi tes souvenirs les plus marquants ? Mon rapport à la nature, il était, très fort parce que je suis originaire, de la Corrèze, du coup d'un tout petit village, en plein milieu de la France. Mes parents, ils habitaient, à Rosiers-d'Égletons. S'ils passent par là, je leur fais un petit salut, avec une, forêt, juste derrière chez eux. Du coup, avec mon frère, on allait faire des cabanes dans les bois, on sortait toujours pour découvrir et explorer la forêt. On faisait des cache-cache, dans cette immensité, c'était génial. On était libres, on se sentait tellement bien au contact de cette nature et en fait, les 5 sens étaient en éveil, c'était tellement agréable. On voyait aussi des biches, des sangliers, on les observait, on avait 2 petites fenêtres à côté dans la maison de mes parents, on les observait ici. Elle gambadait, derrière chez mes parents, c'était magnifique. Après, je me rappelle d'un souvenir avec une amie à moi, quand on était plus jeunes, on devait faire un exposé, on était allés explorer le ruisseau dans lequel, on trouvait des petits êtres vivants, c'était vraiment, magique. On était tranquilles dans cette forêt, on jouait les exploratrices, et les scientifiques, en fait, de demain. C'était vraiment un chouette souvenir. Encore aujourd'hui, quand je retourne chez mes parents, je me connecte à cette nature qui est vraiment au pied de chez mes parents, hein, clairement et je mets mon kawaii et je brave les éléments pour, pouvoir ressentir, et aussi remercier cette forêt qui m'a tant donné finalement. Je me rappelle aussi de souvenirs avec, ma grand-mère, avec qui on allait chercher des champignons très tôt le matin. On avait cette sensation d'être en osmose, avec la nature, en fait. Il y avait plus un bruit, on était juste, nous 2 ou avec mon frère dans cette forêt et on trouvait plein de champignons et après on faisait une bonne omelette de girolles.
C'était vraiment, hyper, chouette et c'est là où on se dit qu'elle elle nous apprend beaucoup cette nature et on fait partie d'un tout et je pense que j'ai été, du coup éduquée dans ce modèle-là, sans, m'en apercevoir. Mais, du coup, le fait d'avoir enseigné en nature, d'enseigner en nature de plus en plus, me permet de comprendre, que finalement j'ai été baignée dans tout cela. Donc c'est hyper chouette. En tout cas, on entend ton sourire à travers, le micro, donc on sent que les souvenirs sont très forts et merci pour ces partages. Et alors du coup, arrivé à l'âge adulte, quel a été ton parcours de formation et puis ton parcours professionnel? J'ai commencé, des études après mon bac, de sociologie. Ces études ont été vraiment, formatrices pour moi et m'ont permis de m'ouvrir au monde et de développer mon esprit critique, qui jusque-là était un peu, on va dire que j'arrivais pas à l'alimenter et la sociologie m'a énormément aidée, pour comprendre le monde de demain et la société dans laquelle on vit actuellement. Et après donc j'ai fait 3 ans, de sociologie. Ça m'a énormément apporté. J'ai rencontré des gens fabuleux et derrière, j'ai fait, 2 années plutôt 3 années, puisque la première année, j'ai pas eu mon concours, sur l'académie de Lyon et après j'ai passé mon concours sur l'académie de Versailles que j'ai eu, du coup et derrière j'ai fait, des études du coup, en lien avec l'enseignement et ça m'a amenée sur, l'académie de Versailles. J'ai enseigné, dans la banlieue parisienne et après sur Paris. Ça a été hyper formateur, et puis après j'ai eu, du coup, j'ai enseigné en REP et REP+. J'ai eu des élèves du coup, qui avaient des parcours de vie et des contextes, sociaux qui étaient compliqués, mais du coup, j'ai réussi à prendre, en compte la globalité de l'enfant et c'était hyper intéressant. Du coup, j'ai enseigné dans beaucoup d'écoles vu que j'étais remplaçante en fait. Du coup, j'ai en 4 années, j'ai dû faire 12 voire 13 écoles, donc ça a été hyper formateur, et du coup, finalement, qu'est-ce qui m'a amenée, du coup, à cette école du dehors? C'est qu'un jour, j'ai lu un livre, de Christelle, Ferjou qui m'a, vraiment, qui est arrivé comme une évidence, dans mon enseignement et dans ma pédagogie. Donc du coup, je me suis dit, «Il faut que je trouve une école qui soit en adéquation avec, les valeurs que je veux promulguer pour la société de demain» et cette école, du coup, est très, formatrice, inspirante, et je pense que pour moi, en tout cas, pour ma vision de la vie et de la société de demain, c'est l'avenir des mots de la société MAUX, du coup à laquelle on peut répondre, voilà. Et donc si je comprends bien, tu as quitté la région parisienne pour rejoindre cette école? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, avec, mon conjoint, on a eu une grosse remise en question sur, nos futurs, emplois. Mon copain avait entamé une reconversion professionnelle pour être, du coup, au plus près de quelque chose qui avait du sens pour lui. Or, ça n'a pas marché pour lui. Néanmoins, finalement, ça nous a amenés, vers une route qu'on voulait, vers un chemin qui nous inspirait et du coup, moi, j'ai trouvé cette école qui, était là au bon moment, il me semble. Donc ce choix de quitter la région, du coup, de Chartres, et plus précisément, l'enseignement à Paris a été vraiment formateur pour moi et je pense que je me suis jamais autant sentie vivante et créative qu'aujourd'hui. Donc l'école dans laquelle tu enseignes aujourd'hui s'appelle la Forêt des Lucioles, sur Annecy, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'identité de cette école? Quelles sont les valeurs qu'elle porte? Et puis dans un second temps, nous parler un peu de son fonctionnement. Comment est-ce que s'organise, le quotidien des enfants et puis de l'équipe pédagogique? En fait, cette école, la Forêt des Lucioles, a été, du coup créée par, Sébastien et Anne-Claire. Du coup, un couple, qui, un jour dans sa vie s'est dit, «Quelle valeur et quelle société de demain je veux, donner à mes enfants?» et du coup, ils ont créé cette école. Ils ont voulu mettre en œuvre une pédagogie par la nature, du fait de la rencontre avec une enseignante, du coup, dans un DOM-TOM
où ils ont, cette rencontre est arrivée comme, une évidence pour eux. Ils se sont dit: «La pédagogie par la nature, est hyper, importante dans la scolarité de l'enfant, en laissant le temps aux enfants d'aller à leur rythme, en développant aussi des intelligences multiples, créatives, relationnelles, émotionnelles, artistiques». Eux, ce qu'ils veulent, c'est encourager la créativité de chaque enfant et le potentiel de chaque enfant dans tous les domaines, et aussi en développant des pédagogies dites actives. C'est-à-dire que, nous, on s'inspire beaucoup de Freinet, Montessori, de Crowley, Steiner, pour favoriser du coup l'autonomie de l'enfant, mais aussi, le fait qu'il soit réellement acteur de ses apprentissages, la coopération, l'expression libre aussi. Heu faut savoir que du coup, on alterne entre des jours à l'école et des jours en nature, et c'était leur souhait du coup, que la nature rentre, au plus profond des apprentissages et qu'elle soit, du coup, vraiment dans la vie de l'enfant. En face de nous, on a des élèves qui ont quand même, hein, une certaine, éducation à la nature, mais on se rend compte que la nature a des vertus énormes sur, des enfants qui peuvent avoir parfois, des difficultés à se concentrer, des difficultés à être dans un endroit, entre 4 murs. C'est compliqué pour eux et on se rend compte que cette école répond à tout cela, et je trouve qu'elle s'adapte au mieux aux enfants. Et vous voyez, le lundi et le jeudi, quand on sort en nature, on sent des enfants, qui se disent, «Super, je vais en nature et du coup, je vais pouvoir, respirer au grand air», et l'espace est tellement grand que du coup, le champ des possibles, est énorme, et je pense que c'est ça qui c'était la valeur et ce qu'ils voulaient donner à cette école, et cette école est en train d'inspirer, de nombreuses personnes. Il y a des études qui sont faites aussi sur cette école pour voir, le bénéfice de la nature sur l'attention des enfants. Et je pense que voilà, cette école, peu à peu, elle deviendra inspirante. Elle est déjà pour beaucoup, mais dans la sphère, du système classique, car, on a pour projet aussi, ensemble, l'équipe, et les créateurs, de pouvoir promulguer, des ateliers ou juste, des choses qu'on a à raconter, qu'on fait en forêt, qui peuvent inspirer d'autres enseignants, de la communauté éducative, mais aussi des parents qui veulent, des fois sortir avec leurs enfants et proposer quelques activités ou non. Des fois, on peut juste, faire du jeu libre, et c'est hyper, enrichissant pour l'enfant. Alors le modèle des écoles en forêt est peu connu encore en France. Pour que tout le monde comprenne un peu comment ça fonctionne, quelle est la tranche d'âge des enfants que vous accueillez? Et au niveau de l'équipe, combien est-ce qu'il y a de pédagogues et comment est-ce que vous articulez, le fonctionnement, par rapport aux enfants? Est-ce que vous êtes plusieurs, pédagogues en même temps sur une classe? Est-ce qu'il y a une classe, plusieurs classes? Alors du coup, on est 4 pédagogues, du coup sur, l'école. Il y a 2 pédagogues qui sont, à mi-temps, donc elles sont là, il y en a une qui est là, que sur les temps, du coup en forêt. Elle va plus gérer, l'aspect, mathématique. Il y en a une autre du coup qui est, une autre pédagogue qui est là le mardi et le vendredi, qui est là plus avec, les dragons. Les dragons, c'est le groupe des CP, CE1, CE2. Et moi, mon groupe, je gère plus le cycle 3. Le cycle 3, c'est les CM1, CM2, 6e, parce que cette année, on a accueilli, du coup, on a continué avec une élève qui rentrait en 6e. On pense que, et c'est une évidence, la confiance que génère la nature, mais aussi que génèrent, les pédagogues dans cette institution, du coup, scolaire, qui est la forêt des Lucioles, offre, de la confiance parce qu'on a des effectifs plus petits, parce que du coup, on s'axe plus sur les émotions, sur les compétences psychosociales, se mettre à la place d'eux, on développe l'empathie. Vu qu'on a plus de temps, je trouve, du fait d'avoir moins d'enfants en face de nous, on est pleinement disponible pour eux, et du coup, on les suit vraiment, on est dans une observation fine de leurs apprentissages, mais pas que, l'observation fine aussi de l'humain. C'est-à-dire qu'on est sur la globalité de l'enfant et on prend, vraiment, les compétences scolaires, mais
on sait comment on peut s'adapter à eux, aux enfants, mais pas que sur des compétences scolaires. C'est vraiment des compétences artistiques, des compétences psychosociales, des compétences attentionnelles, les stratégies d'apprentissage, comment j'apprends à apprendre, au contact aussi de la nature. Donc, nous, on est vraiment, cette école est vraiment sur ce principe-là et c'est pour ça qu'elle a été, une évidence pour moi parce que, j'avais l'impression, des fois d'aller à l'école en me disant, «Mais mince», je revenais et j'étais satisfaite de ce que j'avais fait, mais je me disais: «Comment je peux mieux accompagner mes élèves dans leur parcours et de façon optimale et de façon aussi, pérenne et avec une, excellente qualité?» Les différents pédagogues de cette école ont des parcours différents. Nous avons du coup une animatrice en nature, elle a été aussi conteuse, elle, c'est la directrice de l'école. Elle a aussi eu des normes, du coup, de grands parcours en termes de créativité. On a une autre pédagogue qui est, psychosociologue. On a une autre pédagogue aussi qui, du coup, était, ancienne EduxP. Finalement, quand on croise les regards et quand on est à différents, chemins de notre vie, on perçoit différemment les choses et du coup, c'est hyper intéressant de croiser le regard. Parce que moi, j'ai une formation de professeur des écoles, mais du coup, le fait d'avoir, une personne, un pédagogue en face de moi qui a une autre formation, ça me permet aussi de faire un pas de côté et de me dire: «Ah mais oui, j'aurais pu faire ça comme ça, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ce moment-là, j'aurais pu, mettre en œuvre, telle notion ou telle notion». En fait, il y a un regard critique sur nos pratiques et une analyse fine du fait d'avoir des parcours différents et ça, c'est très formateur. Cette école aussi propose beaucoup de projets en lien avec l'extérieur. Par exemple, il faut savoir que cette année, on a fait, du coup, on est en train de faire un projet art et nature et on sollicite, beaucoup de personnes de l'extérieur. Là, on a eu un projet, calligraphie, on a un projet de correspondance avec une école, dans le sud-ouest. On a, aussi, Heu, on est allé voir Annecy Paysages, donc on est énormément ancré dans la région, tout en découvrant aussi la nature, mais aussi ce qui nous entoure, du coup, en termes artistiques, créatifs. Ouais, on reviendra sur cette question de créativité parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont tu as parlé quand on a préparé l'épisode. Mais pour revenir sur, l'approche pédagogique de l'école, en fait, vous êtes dans une approche vraiment globale de l'enfant et on parle bien justement d'enfant, là où parfois, on s'est un peu perdu dans l'accumulation, la nécessité que les enfants aient des connaissances. Hem, il y a eu à un moment donné une perte, on a vraiment parlé plus que de l'élève et plus de l'enfant alors que concrètement, oui, l'école est là pour apporter, des savoirs, des connaissances, des fondamentaux, mais elle est surtout là pour construire aussi des êtres humains, qui, sont dans toute leur singularité, qui ont besoin qui ont besoin d'espace pour s'exprimer, pour développer un sens critique, un esprit critique aussi et tout ça, il y a un moment quand on est juste sur, de la transmission de connaissances et de l'ingurgitation de connaissances du côté des élèves, du coup, on perd totalement toute la partie, autre développement qui fait qu'on se construit en tant qu'être humain et qu'on devient à un moment donné un adulte, qui sait aussi réfléchir, qui est autonome, qui est épanoui. Voilà, il y a tout un côté du développement des enfants qui a été un peu mis de côté. On y revient petit à petit. Là, il y a des écoles qui sont, on s'inspire d'approches, de pédagogie qui viennent, d'autres pays et puis des écoles comme la Forêt des Lucioles qui amènent, des choses, autres. Dans l'école publique, on voit aussi, hein, des enseignants se lancer justement, s'inspirer. Les pédagogies actives, elles sont, de plus en plus, utilisées. Il y a des mélanges qui sont faits entre différentes pédagogies par les enseignants, donc ça bouge. Mais c'est vrai qu'il y a eu, voilà, ce moment et encore maintenant, on parle beaucoup de l'école comme étant un endroit où il faut que les enfants accumulent, des connaissances, alors que ce ne sont pas que des élèves, ce sont justement des enfants. Exactement. C'est très bien, c'est très bien,
résumé et je partage, vraiment, ta pensée et du coup, je pense que si tout le monde, si tous les éducateurs et les pédagogues pensaient comme ça, du coup, je pense que ça générerait un monde, comment dire? Plus, positionné sur l'humain et sur, des choses, plus authentiques. Parce que je pense que quand on parle avec le cœur et que, voilà, on n'est pas que dans la transmission, on est aussi dans, comment être acteur de ces apprentissages. C'est eux qui sont, les acteurs et c'est eux qui deviennent autonomes. C'est plus nous, en fait. Alors la pédagogie par la nature, c'est une approche pédagogique spécifique. Tu l'as dit, pour les fondateurs, c'était, quelque chose de très important. Est-ce que tu peux nous parler de cette pédagogie par la nature, nous dire quelles sont, ses spécificités, ses caractéristiques? Alors, moi, faut savoir que du coup, ça fait que depuis 1 an maintenant que du coup, je conjugue avec, cette pédagogie par la nature. Ça a pas été facile pour moi au début de m'inscrire, dans cette pédagogie. Pourquoi? Parce qu'en formation pour professeur des écoles, on nous martèle des choses et on nous dit qu'il faut faire comme ça, comme ci, qu'il faut suivre les programmes, qu'il faut, voilà, un petit peu être dans la transmission et du coup, moi j'étais pas dans la transmission, j'étais plus dans la pédagogie de projet avant. Mais du coup, cette pédagogie est venue encore une fois, me permettre de faire un pas de côté, de prendre un chemin différent. En fait, j'ai repensé ma pédagogie, mon fonctionnement, j'ai essayé de sortir de cette formation initiale. Du coup, je me suis beaucoup documentée, et je me suis beaucoup inspirée de mes collègues aussi, en leur posant beaucoup de questions, en leur demandant des conseils sur comment elles faisaient pour faire cette pédagogie en nature. Du coup, pour moi, les caractéristiques de celle-ci, c'est qu'elle permet à l'enfant de développer sa confiance, grâce à des prises de risques, mais qui sont mesurées. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, si j'ai un enfant qui monte sur un bout de bois, sur un tronc et que je vois, bah, que c'est compliqué pour lui, je vais aller le voir et je vais lui dire: «Bon, du coup, est-ce que c'est bon? Tu penses que du coup, tu vas y arriver?» Et s'il me dit: «Oui, il y a pas de souci», je veux dire: «On est OK sur ça, je vais y arriver et je sens que je suis capable». Donc là, la prise de risque aussi, en nature est hyper, je veux dire, on donne confiance aux enfants et c'est hyper, enrichissant pour eux et ça leur donne confiance. Quand ils ont confiance du coup dans leurs actions motrices, derrière ils ont confiance aussi à l'école. Donc et à l'école et dans toutes les sphères de leur vie. Il y a, le jeu libre aussi. L'enfant, il est dans un espace vaste du coup. Nous, il faut savoir que cette forêt, les enfants, c'est un terrain du coup. Les enfants la connaissent énormément. Du coup, on sait que, ils ont des limites, il y a des limites et on a pleinement confiance en eux et on sait très bien que s'il se passe quelque chose, il y a un élève qui va venir nous voir en nous disant: «Beh, voilà, il est tombé», parce que ça arrive, hein, «Voilà, du coup, est-ce que tu peux venir?» Donc là, ils sont très, du coup, coopératifs entre eux, c'est hyper intéressant et on peut voir que du coup, quand, l'espace il est vaste, l'enfant il a des limites pour pouvoir en fait, se mouvoir vu qu'il y a des limites qu'on donne, mais il développe énormément sa motricité globale. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'enfants, qui deviennent sédentaires. Pourquoi? Parce que, on est beaucoup trop dedans, à mon sens et du coup, la pédagogie du dehors permet aussi de développer sa motricité globale et la motricité aussi fine des enfants. Parce que quand on veut observer quelque chose et ben du coup, on fait en sorte de bien mettre sa loupe, et cetera. Du coup, ça engendre une motricité fine qui est, du coup, très importante et de plus, cette pédagogie par la nature et moi je le vois de plus en plus ça, et je le sens de plus en plus au plus profond de moi, ça développe les 5 sens. C'est-à-dire que l'éveil des 5 sens est en éveil, l'éveil des 5 sens est toujours présente. Donc ils sont aussi dans un respect aussi, je trouve, de la nature.
Donc si on est dans un respect de la nature, on est dans un respect d'autrui et on développe l'empathie. C'est-à-dire que, on va se dire, heu, on va se dire par exemple, et beh, moi, si je suis, une petite bête, j'ai pas envie du coup, qu'on me fasse du mal. Et si je me mets à sa place et beh, vous voyez, on le respect, des êtres vivants et aussi des petites bêtes et parce que, bah, je trouve que ça, c'est hyper important dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, de se mettre à la place d'eux et en plus, via la nature, on peut encore plus développer ça. Je trouve qu'ils sont acteurs aussi de leur découverte, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire il y a un enfant qui va dire: «Ah, j'ai trouvé ça» et là, il y a tout le monde qui vient voir, par exemple, une grenouille ou tout le monde vient voir et tout le monde est, émerveillé. Moi, je trouve que cette pédagogie par la nature développe le culte de l'émerveillement, qu'on oublie parfois, du fait qu'on observe de moins en moins dans notre société. C'est-à-dire que moi, j'ai lu en parallèle, je lis beaucoup de pédagogues et de gens, très inspirants et du coup, le culte de l'émerveillement, c'est hyper important selon moi et je trouve qu'il faut tout le temps l'alimenter parce qu'on le perd avec les années. Il faut surtout pas le perdre parce que c'est magnifique de voir une petite grenouille ou un petit gland, c'est sublime. Donc voilà et pour moi, elle est source d'inspiration, de créativité aussi. Je trouve que les enfants sont hyper créatifs. Là, par exemple, on a attaqué un carnet nature à la loupe où les enfants vont devoir du coup, aller chercher ce qu'ils veulent, observer ce qu'ils souhaitent et du coup, prendre leur loupe et regarder ce qu'ils veulent et derrière, ils vont devoir dessiner ce qu'ils, voient et aussi, mettre une petite phrase ou mettre des flèches avec, du coup, par exemple, une petite feuille, bah, les nervures, et cetera. Donc du coup, sur ça, c'est hyper intéressant, de développer aussi, l'aspect, du coup, des connaissances, naturalistes et ça, du coup, moi, il faut vraiment aussi que, du coup, je développe ça dans ma pédagogie, donc je suis en train de le faire et aussi, par exemple, cette année, on avait créé au début de l'année des appareils photo, donc ils devaient créer un appareil photo et derrière, du coup, trouver ce qu'ils veulent prendre en photo et faire quelques petites phrases dessus. Aussi, on développe, sur ça la production d'écrits en lien avec ça. Voilà et on est énormément aussi sur des éléments de la nature qu'on inclut dans notre, pédagogie. Voilà et je pense que si on vit l'expérience et si on vit le souvenir, pour moi, on peut que l'intégrer en soi et du coup, derrière on se dit: «Ah mais oui, mais je me rappelle. Ah mais oui, ça c'est bon Kelly. Je me rappelle, je me souviens. C'était quand on était dans le carré magique, tu nous avais dit d'écrire par exemple des mots et du coup on devait aller, trouver, l'orthographe, de ces derniers». Voilà. Je pourrais en parler des heures et des heures. Oui, on entend la passion et effectivement, il y a, enfin, je veux dire, tout à l'heure, tu nous racontais, tes souvenirs d'enfance, clairement, quand on grandit dans un tel environnement, ça marque et ça marque profondément pour toute la vie, c'est certain. Pour rebondir sur l'émerveillement, j'ai écouté hier, un un texte sur l'émerveillement. Alors j'ai plus le nom de la personne, mais ça indiquait que, en fait, ce qui est nécessaire pour l'émerveillement, entre autres, c'est aussi de ralentir. On peut pas s'émerveiller des choses quand on va à toute vitesse et dans le quotidien de beaucoup d'enfants, dans le cadre scolaire, les les matières se succèdent. Les journées vont à toute vitesse. Alors, ça veut pas dire que pour eux, elles passent à toute vitesse parce qu'il y a il y a pour certains enfants un réel ennui. Mais par contre, on passe d'une chose à une autre sans arrêt très vite et puis, bon, concrètement, s'émerveiller devant un stylo et un cahier, ça va être plus difficile. On peut, hein, s'émerveiller des petites choses du quotidien, mais c'est la nouveauté qui provoque, l'émerveillement et c'est vrai que le contact avec l'extérieur, la les saisons, elles évoluent. Il y a du nouveau tout le temps. Chaque semaine, on peut observer des nouvelles choses et ça nourrit l'émerveillement. Cumulé à des temps, tu le disais, de jeux libres qui font vraiment partie de l'approche de la pédagogie par la nature, des temps où les enfants, heu, peuvent explorer librement et
prendre le temps qu'ils veulent sur certaines choses, et ça peut être juste, d'observer, quelque chose, ça permet l'émerveillement. Et ces cadres-là, favorisent ces émerveillements et ces temps-là, qui sont beaucoup plus difficiles quand on est en intérieur, dans des fonctionnements, scolaires plus classiques tels qu'on les connaît, en France. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je pense qu'il va falloir, du coup réformer, je veux dire selon moi, il faudrait réformer beaucoup de choses et du coup, le programme de cycle 3, pour moi, il est hyper dense et du coup, on peut pas, laissons la place en fait, à l'ouverture d'esprit, aux notions que les enfants veulent travailler, que les enfants veulent, sur lesquelles ils veulent, être passionnés. Parce que pour moi, la passion et la créativité, elles se développent quand on aime quelque chose. C'est certain. D'un point de vue organisation, pour, l'équipe pédagogique, quelle préparation vous demandent les temps en forêt? Est-ce que tu as ressenti des différences par rapport aux expériences en classe que tu avais pu, avoir avant? Oui, oui, il y a quand même un gros écart, en fait, c'est pas la même capacité d'adaptation et aussi, le même, on va dire la même préparation. Pourquoi? Parce que, bah, là, on va se dire, «Attends, il me faut, du coup, des glands, il me faut plein d'éléments, de la nature, donc du coup, est-ce que je vais les ramasser en amont? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que c'est eux qui le font?» Donc du coup, ça demande beaucoup d'investissement, et beaucoup aussi de réflexion en amont sur, qu'est-ce qu'on veut proposer et comment ça peut s'inscrire aussi dans une démarche pédagogique, en lien aussi avec un petit peu des fois, du coup, les programmes. Néanmoins, par exemple, si on veut faire l'année dernière, on avait fait une séance, ma collègue pédagogue avait fait une séquence sur les triangles, mais on se rend compte que du coup, les triangles et la géométrie, c'est, hyper intéressant du coup de le développer en nature. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, il y a plein de bouts de bois, donc on va pouvoir faire des triangles rectangles, des triangles isocèles et en fait, on est vraiment acteurs. Pourquoi? Parce que les enfants, on va leur demander: «Bah, alors, dis-moi ce que c'est un triangle rectangle, si tu t'en souviens. Bon, si tu t'en souviens pas de souci. Bon, beh, tu vas te mettre avec un copain et on va essayer de savoir comment on peut faire un triangle rectangle et pour moi, la nature aussi, elle est, source de tâtonnement. C'est-à-dire que du coup, on peut faire des erreurs et moi, c'est ce que je dis à mes élèves: les erreurs, c'est des médailles. Plus on va faire d'erreurs, plus on va apprendre et ça veut dire que du coup, on évolue dans notre processus d'apprentissage et on est encore plus acteur. Et pour revenir sur, ce que ça demande en termes de préparation, ça demande en termes de préparation de bien préparer ses ateliers en amont et de savoir quel objectif on va développer et du coup ça nous demande aussi en équipe, du coup, de beaucoup discuter. On a des temps beaucoup de communication, de coopération et de collaboration avec les différents pédagogues avec lesquels je suis. Du coup, pour pouvoir se dire: «Bah, à cet instant-là, bah, du coup, toi tu fais ça, donc bah, du coup, tu iras prendre les bouts de bois. Pas de souci. Bon, par exemple, moi, j'ai une collègue, on avait fait, une collègue en sciences, elle avait fait, du coup, au terrain, elle avait, développé un frigo, du coup et elle voulait tâtonner avec les enfants comment on pouvait faire un frigo avec, du coup, un frigo du désert, mais avec de l'argile. Donc du coup, on a dû, en amont, ça demande beaucoup d'investissement et de coopération et se dire: «Bah, attends, qu'est-ce qu'on amène?» Néanmoins, on a beaucoup de choses, sur le terrain comme, des mètres, de la ficelle, des ciseaux, des équerres, on a plein un marteau, une scie, on a plein de choses qui permettent aussi, de savoir que les enfants, ils peuvent utiliser ça sous notre responsabilité et on regarde du coup s'ils sont en sécurité. Donc par exemple, la scie, ils le font avec, nous. On le fait avec eux, on leur explique d'abord et puis il y a une transmission, vous voyez aussi des habitudes et une transmission, des savoirs, c'est un savoir-faire et c'est ça aussi que je voulais dire, la nature développe des savoir-faire, des savoir-être. Sur l'école, on est plus sur des savoirs, des compétences scolaires. Néanmoins, dans la nature, c'est des savoir-faire, des savoir-être et du coup aussi des savoirs scolaires, mais du coup, on est plus sur des aspects, nature.
Et après du coup, ce que je disais, on a beaucoup de choses, en haut, du coup, de crayons, de feutres, de peinture, de pinceaux. On a beaucoup du coup, vu que l'équipe est pérenne depuis, 1 an et demi maintenant, du coup, on a beaucoup, mis en œuvre, de l'organisationnel, donc du coup, ça demande moins d'investissement, que l'année dernière où là, du coup, moi, c'était ma première année et il fallait que je rentre en coopération et que je sois d'abord dans une adaptation des lieux. Mais là, maintenant, oui, tout est, en haut et c'est plus, bénéfique pour nous et pour, du coup, les enfants. On en parlait tout à l'heure, là je reviens dessus parce que tu parles de crayons et de pinceaux. Du coup, tu m'as confié qu'en enseignant dans cette école, ta créativité s'était réveillée. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Ce qui s'est passé, c'est qu'au contact d'une pédagogue, si elle passe par là, elle saura se reconnaître, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire encore. Un jour, j'ai vu les enfants faire de l'aquarelle, c'était un après-midi et je me suis dit, «Bah mince alors, bah moi j'aimerais aussi faire de l'aquarelle». Et je pense que, le parcours de ma vie, le chemin de ma vie m'a amenée ici et c'est pas par hasard. Et je pense que cette créativité a été un peu, je dirais, aspirée par, justement, c'est ce qu'on disait, les programmes de l'école, le scolaire et je me suis dit: «Bah mince, cette créativité, je l'ai en moi, mais elle arrive pas à sortir». Et un jour, un samedi, je me suis dit: «Allez, je vais aller acheter de l'aquarelle, des pinceaux et je m'y mets». Et là, du coup, ça s'est réveillé en moi, un soleil de créativité, c'est du coup, est sorti et je me suis dit: «Ah ouais, elle était là depuis tant d'années et elle est pas arrivée à sortir. Il faut que je rencontre des gens, inspirants et créatifs pour que aussi, j'ai confiance en moi» et du coup, tout est sorti. J'aime beaucoup, du coup, la peinture et cetera. J'ai quand même, une grande affinité avec le pouvoir des mots. C'est pour ça que j'essaie de peu à peu de donner à mes aux enfants que j'ai en face de moi le pouvoir des mots et le pouvoir, de pouvoir, écrire quelque chose qui puisse, alors là, je suis un peu dans l'idéalisme des choses, mais, un peu, changer la société, mais, ou sinon, juste faire résonance à quelqu'un à un moment de sa vie. Donc là, on a pour projet, mais c'est encore en de créer un livre avec les enfants de mon groupe, pour pouvoir laisser une trace de ce qu'on a vécu et aussi de cette pédagogie dans la nature. Du coup, on va voir ce qu'on peut proposer. Mais, le pouvoir des mots, et le pouvoir, je suis énormément dans la créativité aussi des rencontres et des gens qui peuvent m'inspirer, et c'est vraiment cette école et ce virage dans ma vie, puisque cette école a été vraiment, précurseur de beaucoup de choses aussi dans ma vie, dans ma façon de voir le monde aussi, même si je l'avais au plus profond de moi, mais là, ça s'est encore plus révélé et c'est aussi au contact, voilà, de gens inspirants, et créatifs, et aussi des créateurs de l'école qui sont très inspirants sur ce point-là et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois mes élèves, c'est très inspirant aussi et ils me donnent cette créativité, ouais. Alors tu parles de changements qui ont eu lieu, globalement dans ta vie depuis que tu es arrivée dans cette école. Comment est-ce que tu as vécu ta première rentrée dans cette école et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui après un peu plus d'un an, là-bas? Alors cette, 1re rentrée dans cette école, elle était au début compliquée. En fait, je vous explique le contexte, il y avait une pédagogue du coup qui était là depuis beaucoup d'années et du coup les enfants, ont su que finalement ça serait moi leur pédagogue, sur le groupe des plus grands et ça a été compliqué pour eux, les enfants. Ce que je peux concevoir, l'adaptation est longue, mais passé la période 1, donc après octobre, on a commencé à s'apprivoiser les enfants, et moi et on a créé une belle alchimie qui est encore là cette année et quelque chose de beau parce qu'ils ont appris à faire confiance à une nouvelle personne. Ils ont appris à s'ouvrir aussi, ça c'est l'ouverture de l'esprit et du coup, ça a été hyper, inspirant et puis après, la période d'octobre, j'ai senti des enfants qui avaient confiance en eux
en moi et du coup, il y a vraiment eu, une, on a grandi ensemble, voilà. J'ai grandi aux côtés d'eux, ils ont grandi aux côtés de moi à côté de moi et du coup, cette année dans la première école, elle a été enrichissante, inspirante. Elle a été actrice, comme tu le disais, Claire, de mon changement et elle l'est encore. Je pense qu'elle a été là au bon moment, vraiment dans ma vie. Au début, c'était vraiment dur de juxtaposer mes apprentissages à la nature. Je pense que je tâtonnais, hein, c'était dur pour moi, à la fin de chaque, heure d'atelier en nature, j'étais frustrée de me dire: «Mais mince, c'est pas comme ça que je veux faire». Donc du coup, ça demande beaucoup d'investissement, personnel, de lecture, de documentaires aussi, de lecture pédagogique sur la nature et aussi d'ouverture d'esprit. Donc là, j'ai dû faire un pas de côté en me disant: «Bon, je vais faire autrement». J'ai aussi, écouté un podcast, ce matin, du coup, de, je me souviens plus son nom, mais elle est, du coup animatrice en nature, sur l'île, c'est Bé et son association c'est Métémot et du coup, c'était intéressant quand elle disait, «Je me sentais pas légitime» et du coup, c'était ce que j'ai ressenti au début. J'ai beaucoup douté, sur ma légitimité à pouvoir le faire et du coup, j'ai beaucoup travaillé, je me suis documentée, inspirée et c'était très enrichissant. Heu, Dès que je suis en nature, vraiment, je sens une source d'inspiration qui arrive en moi et une inspiration aussi autre que dans l'école, ailleurs. Comment on peut semer des petites graines, par, voilà, des podcasts, des vidéos, des rencontres et je me suis dit: je vais faire autrement» et du coup, j'ai développé une pédagogie qui est différente et qui est pour moi, est créative, voilà. C'est ce qui me manquait, je pense, avant. Du coup, je me sens créative, je me sens à ma place, voilà et on fait plein de projets hyper chouettes dans cette école et du coup, ça me donne de l'engouement et ça me permet de m'alimenter. Je m'alimente et j'alimente, j'espère mes collègues, par, je veux dire, ma formation et le fait que je sois avec elle parce que c'est vraiment une très chouette équipe donc je suis vraiment contente, d'être parmi cette équipe qui est sublime, voilà. C'est marrant que tu parles de la question de légitimité parce que ce matin, j'ai ouvert la newsletter du RPPN, donc le réseau de pédagogie par la nature, et il y avait une interview de Camille de Zen au bois à côté de Tours qui fait des ateliers dans les bois. Et une des questions qui était posée, c'était est-ce que, comme beaucoup de personnes qui rejoignent l'aventure de la pédagogie par la nature, tu as un syndrome de l'imposteur? Et elle répondait oui, absolument. Et en fait, le fait de sortir et de s'ouvrir à un monde qui est infini, qui est celui de la nature, qui est celui du vivant, ça nous oblige à une certaine humilité et on se rend compte qu'on est dans le tâtonnement et le questionnement permanent. Et c'est ce qui nous amène, comme tu le disais, à faire un pas de côté, à prendre du recul. Et oui, c'est transformateur, en fait. C'est transformateur pour les enfants et c'est transformateur pour tous les adultes qui se lancent aussi dans cette aventure. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ce que je ressens. C'est pour ça qu'en faisant ce podcast, j'espère qu'il y aura des gens qui seront inspirés et qui se diront: «Bah, pourquoi pas moi?» parce que je pense que c'est ça aussi semer des petites graines, c'est se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait de formation qu'on n'est pas légitime à se dire que, bah, aussi c'est prendre des risques, ça c'est ce qu'on enseigne, du coup aux enfants alors, pourquoi pas nous? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu observer chez les enfants que tu accompagnes aujourd'hui qui t'ont frappé, des choses qui changeaient par rapport à tes expériences passées et aux enfants que tu avais pu rencontrer dans toutes les précédentes écoles dans lesquelles tu es passée? Cette question est très intéressante et du coup je me la pose souvent parce que justement aussi les pédagogues de mon école me l'ont souvent posée. Ce qui m'a frappée en arrivant, c'est vraiment, cette créativité qui est débordante. En fait, ces enfants, on peut leur donner un modèle,
Mais, on va leur donner par exemple, c'est arrivé là, vendredi dernier, c'était il y a pas longtemps. Je leur ai proposé de faire, du coup un dessin sur, un dessin sur Halloween puisque c'était la fin, du coup de la période et finalement je fais un dessin et là, elles me disent, «Bah, Kelly, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Est-ce que nous on pourrait» en fait, ils n'ont pas besoin de modèle, on peut nous donner ce qu'on a voulu faire à cet instant T, ce à quoi on a été inspiré à ce moment-là, mais finalement ils ont tellement une inspiration, une créativité débordante que du coup, c'est ça aussi être acteur. Mais acteur de sa propre créativité, se dire: «Je suis capable, je peux faire ça» et c'est prendre des risques aussi et du coup ça m'a frappée parce que finalement, en maternelle, je trouve que du coup, pas tout le monde, hein, il y a des enseignantes et des enseignants qui font des choses formidables et tout le monde fait des choses formidables selon moi. Et du coup, moi avant et même moi, hein, quand je fais mon analyse de ma pratique avant, je donnais un modèle et en fait, tout le monde faisait le même modèle. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est, des fois, on peut le faire ça peut être bénéfique. Mais pour moi, c'est partir de quelque chose et se dire: «Comment je peux créer autre chose?» et ça m'a beaucoup frappé dans l'école. Ils s'expriment à travers l'art, ils laissent passer leurs émotions. C'est-à-dire que des fois, on fait par exemple, à la fin de cette période, je leur ai demandé de me donner un mot et d'essayer d'illustrer ce mot, pour partager du coup, finalement leur ressenti sur cette période et il y a eu des mots formidables, même magnifiques et ils ont pu verbaliser sur ces mots. J'ai une élève qui m'a mis, réussite, j'en ai un autre qui a mis suspense, j'en ai un autre qui a mis dormir, j'en ai un autre qui a mis, Heu, une autre qui a mis apprendre, j'en ai une autre, c'est grandir. Vous voyez tous ces mots et beh, du coup, moi j'avais mis bonheur et je leur ai expliqué pourquoi j'avais mis ça et eux après ils ont verbalisé. Moi je trouve qu'on est énormément dans du coup, la verbalisation des émotions, 2 collègues, 2 pédagogues font un travail sublime sur ça, sur, le développement des compétences psychosociales. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il va falloir qu'on développe ça, parce que se mettre à la place d'eux, être empathique, je pense que c'est l'avenir du coup aussi, et du coup ça m'a beaucoup frappée et ce qui m'a encore plus frappée, c'est que du coup, c'est des enfants qui vu qu'ils savent et ils connaissent, vu leurs besoins, ils peuvent se mettre à la place de l'autre et quand il y a des conflits, ils peuvent venir nous voir, mais des fois, ils nous sollicitent très peu parce qu'ils arrivent à gérer ces conflits en disant: «Voilà, là, on n'est pas d'accord, mes besoins, c'est ça, je vois que toi, tes besoins, c'est cela, mais là, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Est-ce qu'on peut discuter ou est-ce qu'on peut faire appel à, du coup, un éducateur ou une éducatrice qui puisse, venir en tant que médiateur?» Et ça m'a beaucoup frappée et aussi, comment dire? La verbalisation des émotions. Nous, on est beaucoup dans les émotions et aussi, on fait une météo des émotions, par exemple, à chaque début de cercle ou et ça, c'est hyper important parce que si on ne sait pas comment l'enfant se sent, est-ce que du coup, il va pouvoir entrer peu à peu dans les apprentissages ou est-ce que ça va être plus dur aujourd'hui pour lui? Et du coup, on va avoir une attention plus focale en lui disant: «Ne t'inquiète pas, heu, j'ai compris, tu me l'as dit, j'ai entendu que tu avais cette émotion-là, on le prend en compte. Si tu as besoin, n'hésite pas à venir me voir. Vous voyez, l'émotion fait partie de l'apprentissage et du coup, ça s'inclut dans cette pédagogie par la nature parce que finalement, comme, tu disais Claire, on ralentit, on s'émerveille, mais aussi on apprend à accueillir nos émotions. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dit, mais aussi en nature, on fait beaucoup de temps de connexion. Donc, pendant 10 minutes, on se connecte au vivant. On revient avec une couleur, on revient avec une émotion, on revient avec, ce qu'on a pu entendre, voilà, l'éveil des 5 sens et en fait, juste ralentir et se dire: «Bah, à cet instant T de ma vie, est-ce que je peux conscientiser que je suis là et que du coup, je suis tout autour de ces éléments qui tournent autour de moi?» mais waouh, je vais au plus profond de moi. Ouais, c'est des temps si précieux pour le développement des enfants. Mais pas que des enfants, tu le dis en plus, hein, des adultes aussi. Il y a tellement d'adultes qui ne savent pas accueillir les émotions, mais parce qu'on ne l'a pas appris.
Donc oui, quand on apprend à le faire, dès le plus jeune âge, c'est plus évident derrière de d'accueillir tout ça, d'écouter l'autre, d'être dans un véritable dialogue et une écoute et pas dans des échanges, parfois stériles où, finalement on n'avance pas et on se comprend pas et comme tu le dis, quand on ne sait pas dans quelle disposition l'autre est, ça peut parfois générer des malentendus, des frustrations, jusqu'à du coup des explosions de colère et encore plus chez des enfants qui ne savent pas encore mettre des mots sur, les émotions. Donc ouais, tout ça c'est important et oui, la connexion à la nature, elle permet ça. Parce qu'on ralentit, parce qu'on a conscience de ce qu'on fait, de qui on est, au moment où on s'arrête, on fait une pause dans la journée et on se connecte juste à nos sens. Tu parlais des sens tout à l'heure et à quel point c'est dingue quand on sort, l'éveil des sens que ça provoque et c'est tout ça qui fait que, les enfants arrivent à se connecter à eux et entre eux. C'est exactement ça, ouais. On arrive à la fin de notre échange, mais avant de nous quitter, est-ce qu'il y a une chose en particulier, comme un souvenir, un événement, une émotion justement, que tu as vécu depuis que tu es dans cette école et que tu aimerais partager ici? J'ai vécu beaucoup d'émotions, ouais, d'émotions fortes, parce que comme je disais, hein, l'humain est au cœur de cette école donc en fait, les émotions aussi des adultes sont au cœur de cette école. Les enfants, nous ont demandé de venir au village. Le village, c'est, le coin regroupement. C'est une salle dans laquelle on se regroupe lors des temps communs ou pour célébrer un événement dans l'école et en fait, en arrivant dans la salle, les parents et les enfants, du coup, ont chanté une chanson. Je me rappelle encore du titre parce qu'elle était tellement émouvante. C'était, «C'est notre nature» du coup, et en fait, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que je revois, tout le monde, à la fin de la chanson pleurer et toute l'équipe, tous les parents, tous les enfants, comme si on allait se dire au revoir pour toujours et que c'était la chanson qui scellait un peu la fin de l'année et finalement, en se regardant tous, on se disait: «Mais, on a passé une tellement belle année». C'est-à-dire que, on était en osmose, il y avait une réelle, unité et qui est toujours là cette année et qui est très belle à voir, hein. Mais quand, vous voyez, quand il faut fermer une porte et en ouvrir une autre, c'est pas facile, et à la fois, ça nous a beaucoup émus. Et c'était, fort en émotion. Ça m'a beaucoup, marquée et la deuxième chose, parce que ça, c'est arrivé dernièrement et ça m'a beaucoup touchée, c'est un souvenir de cette année aussi d'une enfant qu'elle a c'est mon élève justement de sixième, mon enfant de sixième, avec qui je prends le temps de parler de son parcours du coup et de sa période 1, de septembre à octobre, et là je lui dis en fait, qu'il va y avoir des personnes, comme dans la vie, comme toujours, des personnes qui vont croire en elle et il y en a d'autres qui ne vont pas croire en elle et je lui dis, finalement qu'il faut toujours qu'elle cultive cette confiance en elle et aussi, que du coup, elle faut qu'elle croie seule en elle, c'est-à-dire que c'est à elle seule de se dire: «Je vais être capable, je vais y arriver». Parce que du coup, moi je prends, ça par rapport aussi à mon expérience à moi. Il y a beaucoup de gens, hein, ma scolarité qui ont pas cru en moi, des profs et il y en a d'autres qui ont énormément cru en mon potentiel et du coup, i je pense que si la confiance et du coup la confiance, qui est vraiment au cœur, si elle est là et si elle est présente, du coup, elle pourra, je lui dis: «Tu pourras gravir des montagnes, vraiment» et là, je vois qu'elle commence à avoir des larmes aux yeux, et je vois que je sens des larmes de joie car elle perçoit qu'elle est capable et qu'elle peut y arriver et elle perçoit aussi tout le chemin qu'elle a pu parcourir depuis l'année dernière, le début de l'année. Voilà. J'essaie de semer des petites graines et heu et c'est un bonheur absolu d'aller à l'école, chaque jour. Écoute, merci Queenie, merci beaucoup, hem, pour, tout ce partage. C'est hyper inspirant et tu parles de semer des petites graines, j'espère que ce sera le cas, dans l'esprit de tout adulte qui t'aura écouté aujourd'hui.
pour se dire qu'il y a une autre manière de faire, que le cadre scolaire, c'est pas simplement, une salle de classe avec 4 murs, une table et des chaises, que les apprentissages ne se font pas que dans ce cadre-là, mais dans des cadres beaucoup plus ouverts et inspirants. Donc merci, merci beaucoup pour tout ça. Ben merci à toi Claire de porter ma voix. En tout cas, ça m'a beaucoup émue de faire ce podcast, parce que comme je te disais au début du podcast, je crois que c'est là où on se rend compte tout le parcours qu'on a fait et comment, justement on en est arrivé à être transformé par des expériences, des événements de la vie et aussi cette pédagogie par la nature qui a une forme, de sensibilité en elle qui est énorme. Donc merci à toi, du coup, et bravo pour tous les podcasts que tu fais parce que je les écoute tous et c'est à chaque fois, source d'inspiration et de motivation pour continuer à semer des petites graines dans du coup, dans ce beau monde. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.